Monsieur Pierre-Yves Lenoble, bonjour. Bonjour à vous. Vous allez nous présenter aujourd'hui, lors de cette interview, votre dernier livre, Vie et mort des civilisations, paru aux éditions Fiat Lux en septembre dernier, dans la collection Principe. Rappelant également que vous avez deux autres titres dans cette collection, c'est Diablerie de foule et Le chemin vertical. C'est un livret de 100 pages à 10 euros. C'est un ouvrage, permettez-moi de vous le dire vraiment, qui est exceptionnel d'érudition. Et qui va beaucoup plaire aux traditionalistes guénoniens, car il s'inscrit dans cette vision paradigmatique de l'humanité adamique, c'est-à-dire cyclique. Vous avez essayé dans ce livre, qui est un essai de morphologie historique, d'expliquer une loi immuable concernant les civilisations humaines, quelles qu'elles soient sur le globe terrestre, c'est-à-dire géographiquement, et quel que soit le temps, c'est-à-dire depuis toujours. Il s'agit des stades successifs de développement de ces civilisations en sinusoïde, passant par les étapes de naissance, croissance, apogée, chute et enfin disparition. Donc je vous pose la première question. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce livre, son origine, ainsi que son but, son objectif ? Oui, alors déjà merci pour vos compliments. Alors l'objectif du livre était assez simple, c'était de donner une vision générale de l'histoire. C'est-à-dire qu'à notre époque, on apprend à l'école l'évolutionnisme, on part du singe pour aller à l'homme robot, on va dire, et donc aujourd'hui on s'aperçoit des limites, quand on regarde autour de nous, on voit qu'il y a des phases de progression, des phases de dégénérescence, et donc c'était pour donner un aperçu général qui se faisait beaucoup avant chez les auteurs, même chez les Lumières ou les auteurs du début du XXe siècle, donner un peu leur avis sur l'histoire universelle. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu perdu par rapport à ces questions-là. Donc, donner un peu un sens de l'histoire, comme on disait à une certaine période. Et donc voilà. Ok. Donc, votre livre se partage en 3 parties. Le premier chapitre concernant un rappel des fondamentaux qui s'intitule « Tradition étant sacrée, la cité de Dieu ». Quelques mots, s'il vous plaît, sur ce thème de la cité de Dieu, mais afin de donner une idée aux auditeurs sur la question de la cité de Dieu, nous allons lire quelques lignes de Jean Servier, issues de son livre L'homme et l'invisible, que vous reprenez à la page 27. Si les habitants d'une cité vivent ensemble, c'est parce que le souvenir de l'ancêtre fondateur continue à les unir. La place du forgeron dans le village, comme les sacrifices à certains moments de l'année et leur nature différente, tout cela est expliqué nettement par le grand récit. Ce qui s'est passé au commencement des temps reste le modèle du comportement humain. Les actes de la vie quotidienne sont tout entiers conditionnés par le mythe. Toutes les civilisations traditionnelles sont conscientes d'avoir perdu un paradis primordial. Toutes se considèrent en état de chute. Donc, pour les civilisations traditionnelles, la perfection était aux origines, dans un passé attesté et non dans un avenir improbable, dans l'invisible et non dans la matière. Les chaînes d'événements non susceptibles de se reproduire et dont les effets s'accumulant, risquant de produire des bouleversements économiques ou sociaux, sont rompus aussitôt qu'elles se forment. Fin de citation. Donc, expliquez-nous ce concept de cité de Dieu, opposé à la cité de l'homme, qui sera le sujet de la prochaine question. Voilà, donc déjà au niveau du vocabulaire, cité de Dieu, cité de l'homme, je reprends ça à Saint-Augustin. Et donc dans cette première partie, je voulais montrer qu'est-ce que c'était exactement qu'une société traditionnelle. Donc j'ai dit cité de Dieu car c'est une société qui est soumise à un principe supérieur, donc à des principes divins qui ont été exposés. Donc Jean Servier utilise le mot des grands ancêtres, mais on pourrait dire aussi des prophètes ou des spécialistes du sacré. Donc il y a des gens qui reçoivent un dépôt sacré et qui ont constitué l'autorité spirituelle, une prêtrise, et toute la société entière va s'accorder par rapport donc à cette révélation ou à ce mythe primordial. Donc
bien sûr, il ne faut pas être angélique. Dans un monde traditionnel, il y a des guerres, il y a des injustices, mais en tout cas, la société a un objectif commun qui n'est pas matériel. Donc, tous les regards, on va dire, sont tournés vers un monde supérieur, vers une perfection. Donc qui est passé et va essayer tant bien que mal, on va dire, de toujours garder cette tradition. Donc une société traditionnelle, c'est un monde fermé par rapport au nôtre, qui veut garder entre certaines limites les grands principes qui ont été révélés dans une tradition. Voilà. Vous ajoutez dans ce chapitre quelques remarques très pertinentes sur le changement total de paradigme entre cette époque et la nôtre, la modernité. Vous parlez par exemple des techniques de construction anciennes que nous sommes incapables de reproduire aujourd'hui, de l'impersonnalité des œuvres de l'époque, c'est-à-dire qu'aucun artisan aurait pensé signer une œuvre pour la vendre ou même pas pour que son nom reste dans les mémoires, mais également des œuvres construites si gigantesques et tellement lentes à réaliser que les premiers bâtisseurs savaient ne jamais voir aboutir, c'est-à-dire qu'ils commençaient une cathédrale et ils savaient qu'ils allaient mourir avant la fin de la cathédrale. C'était une autre époque quand même. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai utilisé l'exemple notamment de la fin du Moyen-Âge, où effectivement, on peut toujours les voir dans nos centres-villes, ou même les abbayes. Les hommes construisaient des projets justement impersonnels, donc qui étaient gratuits, destinés à tout le monde, et qui étaient destinés à glorifier justement un principe supérieur, les dieux, comme on disait dans l'Antiquité, ou Dieu dans le monde judéo-chrétien, monothéiste. Et donc c'est des constructions qui ne sont pas faites pour l'homme, mais pour louer un principe supérieur. Et à partir d'un certain moment, il y a un décalage civilisationnel qui se crée, et les hommes créent des bâtiments, on va dire utilitaires ou à la gloire d'une personne. Et donc si on prend l'exemple de l'Occident, on construisait des cathédrales au Moyen-Âge. Donc, je répète, était destiné à tout le monde, des plus pauvres aux rois, tout le monde pouvait s'y rendre. Et après, vous avez par exemple le château de Versailles, par exemple, ou les châteaux de la Loire. C'est magnifique, mais c'est déjà des constructions privées, donc pour une seule personne. Et j'allais dire, ça se voit même dans les symboles utilisés. Une cathédrale, elle va reprendre les symboles bibliques inscrits dans la Bible, alors que le château de Versailles, si on y va, on voit des Vénus, on voit on n'est plus dans un paradigme chrétien justement. Donc voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je dis modernité, à notre époque, on a une époque moderne, mais il y a eu une modernité dans l'Empire romain, il y a eu une modernité babylonienne, il y a eu une modernité égyptienne. Ce que je nomme la modernité, c'est quand la société, la civilisation se coupe justement de ce principe supérieur, se coupe de son mythe pour avoir des objectifs, on va dire, humains, mais qui ne sont plus reliés par une transcendance. Voilà. Et ça se voit du coup dans les œuvres humaines. C'est logique en fait. Tout à fait. Le second chapitre concerne l'autre versant de la problématique, c'est-à-dire la modernité dont vous parliez. Il s'intitule « Modernité et temps historique, la cité de l'homme ». Nous allons lire là encore rapidement un petit extrait de la page 33 afin d'expliquer ce concept de cité de l'homme, puis vous laisser développer. Donc, je commence. Dès lors, l'esprit qualifiant qui vivifiait et ordonnait jadis la structure sociétale s'en va, ne reste plus que la lettre, rigide et sans valeur. Ce passage est très intéressant concernant tous les littéralismes actuels et toutes les dérives sectaires actuelles. Je continue. Quand la tradition se perd et que la tension permanente de l'homme en direction d'un supramonde s'épuise, qu'il ne vit plus en mythe tutélaire, naissent simultanément les préoccupations bassement égoïstes, utilitaires, économiques et sensuelles, sans compter l'explosion des cultes hétérodoxes et autres mouvements hérétiques. Quand le subtil se retire du monde extérieur, ne demeure que l'épée.
l'épaisseur. Donc je trouve vraiment ce passage vraiment exceptionnel. Pouvez-vous développer s'il vous plaît? Alors, déjà tout est plus ou moins dit, plus ou moins parfaitement. Donc justement, quand cette société traditionnelle qui est reliée à son mythe, dans cette société, le temps et l'espace sont sacralisés. Par exemple, le calendrier va être en fonction des grands épisodes mythiques. Donc on peut reprendre par exemple le calendrier chrétien, là on va bientôt être à Noël ou ce genre de choses. Les gens vivaient par rapport à leur texte sacré. À partir d'un moment, la société se coupe de sa sacralité. Donc ça se passe au sommet de la société, c'est-à-dire que les rois, le pouvoir temporel va se détacher de l'autorité spirituelle, et donc de fait, à partir de là, il n'y a plus de principe fédérateur qui unit en amont la société, et donc là on se retrouve dans un monde où chacun peut avoir raison, chacun peut avoir tort, donc c'est là, on va dire, là c'est le début de la division. Et donc j'ai parlé de l'esprit et la lettre, ça c'est Saint Paul qui parle de ça, c'est-à-dire que derrière le manifesté, derrière la matière, il y a toujours une âme, et quand on oublie cette âme derrière les choses, quand on oublie justement ce qui est subtil, et ben là on rentre dans un monde bête et méchant, et c'est, on va dire, la loi du plus fort en fait. On pourrait prendre l'exemple vraiment d'une tribu primitive, par exemple. Il y a le chef de guerre, le grand chef, il est toujours soumis au moins à un druide, à un medicine-man ou un chaman, et quand le chef de guerre se dit lui-même, s'auto-divinise, on va dire, après c'est la loi du plus fort, quoi. Il y a cet exemple-là, par exemple, dans l'Empire romain, qui avait donc une sacralité, il y avait une sacralité romaine, et à partir du moment où on voit le culte des empereurs, où donc c'est les empereurs qui s'auto-divinisent, et toute la société devient marquée justement par cette déspiritualisation, et donc on voit arriver toutes sortes de nouveaux cultes et plein de signes des temps, disait René Guénon, qui montrent que le monde devient profane, on va dire, ne respecte plus les principes qui étaient dans son mythe premier. Très bien, très bien. Dernière question, concernera bien sûr le dernier chapitre du livre, et qui revient sur les leçons du passé qui nous ont été laissées par les anciens. Parce que on ne peut pas travailler, on ne peut pas étudier, on ne peut pas analyser les choses si on ne se réfère pas aux écrits des anciens, et que vous citez abondamment, surtout dans des notes de bas de page qui sont de fin de livres, qui sont aussi intéressantes que le texte lui-même. Vous parlez par exemple dans le livre des mythes de Prométhée et d'Épiméthée, et de l'importance de l'écrit et de l'oral, et je voulais vous entendre développer ces deux principes succinctement. Oui, alors déjà ce chapitre, j'ai voulu rappeler que dans énormément de traditions et un peu à toutes les époques, les anciens avaient une vision cyclique et catastrophiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès indéfini dans un monde fini. Donc les civilisations ont une naissance, une apogée et un déclin et une mort, comme toute chose finie en ce monde. Et le mythe de Prométhée et Épiméthée, donc c'est chez Hésiode et Apollodore qu'on le retrouve. Et on voit Prométhée qui vole le feu du ciel, le feu des Olympiens. Donc on peut faire correspondre ça justement à la rupture avec la tradition. L'homme se détache de sa tradition. Et Prométhée, c'est l'astucieux, celui qui dérobe le feu du ciel. Et donc on connaît le châtiment qui arrive à Prométhée, qui est enchaîné sur le Caucase. Et ensuite, c'est son frère, on va dire, qui prend le relais. Et donc c'est Épiméthée, qui veut dire celui qui voit les choses après. Donc c'est le stupide, on va dire. Et les Olympiens, les dieux de l'Olympe, lui offrent la belle Pandore, donc qui paraît très belle extérieurement, mais qui est porteuse d'une boîte, donc la fameuse boîte de Pandore. Et quand
quand elle ouvre cette boîte, eh ben, il y a tous les maux de la terre qui arrivent. Donc la vieillesse, la maladie, la corruption, enfin tous les maux possibles de l'humanité. Donc j'ai trouvé que ce mythe était une belle allégorie de ce qui arrive à une société qui perd sa sacralité en fait. Elle tombe dans le n'importe quoi parce qu'elle est, comme je disais, elle est plus unifiée par un principe supérieur. Elle est plus soumise à un principe divin et c'est ça d'ailleurs. On dit même, il y a un adjectif qui dit prométhéen ou luciférien d'ailleurs. C'est un synonyme. Ça veut dire, c'est l'humanisme. Hein, c'est l'homme qui croit qu'il est tout seul sur Terre et qu'il est son propre principe en fait et il oublie son principe supérieur. Voilà. Et c'est exactement ça. Et concernant la prédominance, la supériorité de l'oral par rapport à l'écrit, ce que beaucoup de nos contemporains, ce qui va choquer beaucoup de nos contemporains qui croient l'inverse bien sûr. Et en fait, dans la société traditionnelle et dans le paradigme traditionnel, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'écrit s'impose parce que l'homme s'est dégénéré, qu'il n'a plus de mémoire et qu'il n'a quelque part n'a plus de parole, il ne tient plus sa parole, alors il faut mettre tout ça par écrit et vous en parlez, vous développez ça dans le livre. Oui, voilà, c'est un peu d'ailleurs paradoxal, mais une société traditionnelle, finalement, elle laisse très peu de traces. Elle va laisser peut-être quelques grands monuments, mais elle va laisser très peu d'écrits, car normalement, l'écrit, c'est des écrits sacrés et ils sont tenus par une autorité spirituelle. Et la tradition se délivre à l'oral. Et quand on voit se multiplier l'écrit, effectivement, c'est paradoxal quand on a une vision évolutionniste, mais l'apparition de l'écrit dans une civilisation, c'est un signe justement de solidification, parce qu'on est obligé de mettre par écrit, de figer quelque chose qui se transmettait. Tradition, ça veut dire la transmission, ce qui se transmet de bouche à oreille, et donc on est obligé, donc ça prouve une forme de légalisme, c'est-à-dire qu'on est obligé de figer à l'écrit les lois. Et je donne un exemple, c'est par exemple les tablettes cunéiformes, c'est une des premières formes d'écrit qu'on connaît, et 95% de ces tablettes cunéiformes concernent des relevés de comptes ou des généalogies, des choses purement bassement matérielles en fait finalement. Donc une société traditionnelle, on dit les peuples heureux n'ont pas d'histoire en fait. Donc un monde traditionnel se suffit à lui-même et il a son mythe tutélaire et il n'a pas besoin d'avoir des romans, de s'inventer des fictions et les lois elles sont entre guillemets gravées dans le marbre, mais il n'y a pas besoin de les rappeler dans des livres. Et la multiplication de l'écrit, c'est un signe justement de solidification. On solidifie la pensée et comme vous l'avez bien dit, ça prouve que l'homme a perdu sa mémoire et ne sait plus est obligé d'avoir une marque écrite pour se rappeler son passé, quoi. Il rentre dans l'histoire, comme on pourrait dire. Un peuple traditionnel n'a pas d'histoire, il a son mythe, son histoire sacrée, mais il n'y a pas d'histoire profane, il n'y a pas d'historien dans un monde traditionnel. D'ailleurs, on pourrait expliquer ça aujourd'hui très simplement. Un homme d'honneur n'a pas besoin d'écrit ou de passer chez le notaire pour respecter sa parole. Et les hommes indignes commettent des parjures en signant même des accords. Ce qui, d'ailleurs, on l'a vu avec Trump dernièrement, avec Jérusalem, alors qu'ils ont signé des accords internationaux, ils piétinent leurs propres écrits, alors qu'un homme n'a pas besoin d'écrits si c'est un homme de dignité et d'honneur pour respecter la parole donnée. Donc tout ceci est constatable et factuel. Tout à fait, d'ailleurs on peut voir ça, on voit tout par les actes en fait, c'est-à-dire comme je disais, une société traditionnelle, elle ne laisse finalement rien derrière elle parce qu'elle est subtile en fait. Et donc dès qu'on est obligé de mettre des mots sur les choses,
Ça veut dire par exemple qu'on a inventé un alphabet, donc il faut se mettre d'accord sur qui dit quoi en fait. Donc et là souvent c'est généralement la loi du plus fort. Hein. C'est le plus fort, vu qu'il n'a pas de légitimité sacrée, il va être obligé de graver sa légitimité quelque part. Quoi, en fait, vous voyez, ça se voit également dans l'art. Vous voyez, normalement on représente pas la divinité sous forme de statue, et si on est obligé de faire une statue de la divinité, ou même carrément de mettre un être humain en statue, ça veut dire qu'il n'a pas cette légitimité, donc il faut la montrer extérieurement, alors que normalement ça se voit, il n'y a pas besoin, ça se voit dans les faits, dans les actes, quoi. Et il y a une petite phrase que j'ai mis dans la note, parce qu'aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur les pyramides ou les monuments anciens. On fait même des fois intervenir les petits hommes verts pour la construction des pyramides, et je dis qu'un peuple qui se lève tous les matins pour élever un monument gratuit et le plus beau possible en l'honneur des dieux, il laisse pas le même monde derrière lui que par exemple notre société, où on fait du préfabriqué et des bâtiments qui doivent être rentables et qui ont une durée de vie de 50 ans à peine, quoi. C'est ce qui fait que on a encore des cathédrales dans nos villes, mais tout ce qu'il y a autour, ça dépérit très vite, et j'allais dire même de plus en plus vite en fait. Exactement. D'ailleurs, il faudrait rappeler aux gens que si la France est le premier pays au monde touristique, avec ses 80 millions de personnes, il faut savoir que les deux monuments les plus visités, c'est Paris avec les cathédrales de Paris et le Mont Saint-Michel. Donc les gens ne viennent pas visiter Beaubourg ou je ne sais quelle structure métallique absurde. Voilà. Et les cathédrales, elles ont 800 ans ou 700 ans. Dans 800 ans, Beaubourg, ça sera un terrain vague. Hein. Ça se voit en fait dans la matière. L'homme, ce qu'il fait dans la matière, en fait, c'est juste une extériorisation de ce qu'il porte à l'intérieur de lui-même. En fait, c'est comme pour tout, l'âme, le subtil est avant la matière, en fait, forcément. Tout à fait. Tout à fait. Pierre-Yves Lenoble, merci infiniment pour cette présentation de l'ouvrage. J'invite les lecteurs à lire vos livres, qu'ils soient chez nos éditions ou à Archer, parce que vous avez édité d'autres livres. Nous mettrons les liens dans le texte descriptif, et en vous souhaitant d'excellentes fêtes et à très bientôt pour d'autres interventions. Un grand merci et à très bientôt. Au revoir.